pour ce webinaire. Merci beaucoup Muriel pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais commencer par partager mon écran, comme ça vous aurez le visuel qui va être affiché. Partager. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon. Oui, C'est bon. c'est bon. Allez, hop. Alors, avant de me présenter, je vais juste vous dire que voilà, ce webinaire, on peut organiser ces webinaires grâce à nos partenaires, hein, qui sont la région Centre, l'Agence nationale du sport et le mouvement associatif Centre-Val de Loire. Sans eux, ces webinaires ne seraient pas gratuits. Donc voilà, merci à eux de leur soutien. Donc, comme l'a dit Muriel, moi je suis Arnaud Besse, je suis directeur du CDOS de Loir-et-Cher depuis maintenant une vingtaine d'années. Je suis membre du réseau de formation du Cross Centre et je suis, comme vous pour la plupart, bénévole aussi. Et moi, ma discipline, c'est le golf, une discipline qui pratique le partenariat, on va dire, de manière régulière, car quasiment 90% de nos recettes dans les clubs de golf sont issues du partenariat. Donc voilà, une bonne expérience sur le sujet. Je vous ai mis mon adresse mail, mon numéro de téléphone. S'il y avait des questions qui venaient après ou des renseignements dont vous avez besoin, n'hésitez pas à m'appeler. Donc, comme l'a dit Muriel, ces éléments seront sur le site de la Ligue à partir de demain matin. Bon, ça, on l'a fait. Donc, je vais commencer l'intervention. On va essayer de se tenir à un timing environ entre 30 et 40 minutes en fonction bien sûr de vos questions. Voilà, puis après on passera au partage d'expérience avec les deux clubs que Muriel nous a cités en introduction. Alors en préambule, il faut savoir que le partenariat, c'est une piste qui peut être intéressante et séduisante, hein, pour développer, on va dire, les finances de nos structures sportives. Mais ça ne peut pas être la solution miracle, et c'est le message que je vous ferai passer ce soir, ça ne peut pas être la solution miracle à court terme, parce qu'il faut bien comprendre que le partenariat, vous allez le voir ce soir, c'est une démarche qui va demander un certain nombre de compétences, des compétences fiscales, des compétences commerciales, des compétences de communication, des compétences d'animation. Donc, ça ne peut pas se résumer au simple fait je vais chercher de l'argent parce que ce qu'on entend souvent, j'ai moins de subventions. Donc, je vais faire du partenariat. Non, c'est une vraie logique qu'il faut intégrer à sa politique de développement. Et ça ne peut pas se faire à court terme, on va dire à moyen terme, c'est tout à fait possible, mais pas à court terme. Donc le cadre législatif français nous prévoit, il nous offre deux modes de partenariat, que je pense que vous connaissez plus ou moins tous, hein. Ça va être le sponsoring ou le parrainage, si on veut parler français, et puis le mécénat. Arnaud, Oui, tu fais diffuser tes diapos ou oui, vous les avez pas? non, ça diffuse pas. Ah bah alors là, il y a un problème. Alors, comment ça se Ah, fait? c'est bon. C'est bon, là, Il faut on est sur faut pas que je le mette en diffusion alors. OK. OK. Alors j'étais ici. Hop. Ici. Donc là, c'est bon, tout le monde le voit. C'est bon. Donc voilà, donc mécénat, sponsoring, les deux modes de partenariat que nous avons aujourd'hui à notre disposition. Donc ces deux modes de partenariat vont reposer sur vraiment des finalités, notamment en termes de fiscalité, qui vont être complètement différentes. Donc avant de se lancer dans une politique de développement en intégrant du partenariat, il faut vraiment bien être au fait de ces deux dispositifs en termes de prérequis juridiques. Donc, c'est ce qu'on va s'attacher ce soir. Pourquoi bien comprendre l'aspect juridique? D'abord parce que vous allez parfois rencontrer des entreprises qui ne sont pas forcément elles au fait.
que souvent, c'est des petits entrepreneurs. Ils n'ont pas forcément, alors ils ont forcément un comptable, mais ils le voient, 2-3 fois dans l'année. Donc c'est pas forcément leur point de vigilance, à eux, et puis ils n'ont pas la connaissance du dispositif. Donc souvent ils vont vous demander un certain nombre d'éléments, donc il est intéressant de pouvoir y répondre. Et puis c'est aussi pour vraiment, sécuriser en fait surtout votre démarche, parce qu'il y a de plus en plus de contrôles, vous vous en doutez bien, de l'État, parce que depuis maintenant, une dizaine d'années, on a beaucoup informé le mouvement sportif. Le mouvement sportif commence à s'accaparer ce dispositif notamment, du mécénat. Donc les services fiscaux, regardent, de plus en plus près, qu'est-ce qui se fait dans les clubs sportifs. Donc voilà, en préambule, ce que je peux vous donner. L'objectif de ce soir, ça va être vraiment de vous apporter, des éléments pour que vous compreniez bien la différence de finalité entre le sponsoring et le mécénat. On verra aussi, qu'est-ce qui définit, l'intérêt général, hein, de nos associations. Qu'est-ce que c'est que l'intérêt général? On va voir que c'est vraiment la pierre angulaire, en fait, du partenariat. Et puis on verra, la démarche à travers notamment, la demande de rescrit, ou l'autoproclamation, d'intérêt général. Et puis on finira avec le remplissage du CERFA, que vous connaissez plus ou moins tous. Voilà, j'espère que les objectifs correspondent, à vos attentes de ce soir. Sachez que dans l'EGDOS, et notamment au GDOS de Loir-et-Cher, on dispense ensuite, en fait, ce que vous allez avoir ce soir correspond au module 1, de nos formations sur le sujet. Il y a un module 2, qui est sur, comment constituer, son, dossier de partenariat, et un module 3 qui va être, comment vendre, ses partenariats, et un module 4 qui va être comment animer son club de partenariat. Donc vous pouvez retrouver pour ceux qui peuvent, qui sont du Loir-et-Cher, vous retrouverez ça sur notre site, gdos41.fr dans la rubrique formation, et pour les autres, il faut vous rapprocher de vos GDOS, respectifs. Pas de questions, pas d'interrogations, Muriel, pour le moment? Eh ben, on est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, le mécénat, c'est quelque chose d'assez ancien. Les premiers signes de mécénat sont apparus, en moins, on va dire, allez, moins 750 avant Jésus-Christ, lors notamment des premiers Jeux olympiques. Les vainqueurs des Jeux à l'époque, avaient une rente, c'était les premières formes, de mécénat. Puis après, ça va se développer bien évidemment sous les Romains, et puis notamment en France, on va avoir une période vraiment, faste, notamment pour le développement du mécénat, et vous en doutez bien, en région centre, avec notamment, François Ier, et Léonard de Vinci. C'est vraiment la première forme, vraiment de mécénat poussé qu'on a eu en France. Et puis après, sur les siècles des Lumières, on va dire qu'on est avec la Révolution, on est tombé sur un État, plutôt, interventionniste. Donc si je prends, l'exemple du sport, on va dire jusque dans les années 2000, on s'est pris, en fait, on allait voir nos financeurs, d'une manière, un peu de «guichet» entre guillemets, voilà, on allait voir notre commune, notre département, notre région, et cetera. On avait quelques relations avec le monde de l'entreprise, mais on n'avait rien vraiment de poussé en termes de partenariat et de mécénat. Et puis, on va avoir une loi qui va venir un petit peu, modifier, notre environnement et l'environnement des associations en général, qui va être la loi, ce qu'on appelle la loi Aillagon, hein, qui date du 1er août 2003, qui va poser un certain nombre de fondements, et notamment, clairement, ça va être une loi d'incitation fiscale, car c'était une demande du président de la République de l'époque, donc Jacques Chirac, qui avait demandé à son ministre de la Culture, donc François Aillagon, de faire une loi d'incitation fiscale pour les entreprises, mais également pour les particuliers, parce que, on devait, essayer de rénover, notamment tout le parc, culturel et historique, qui avait, fortement,
étaient impactés à l'époque, notamment en 99, par la tempête de 99. Donc, un certain nombre, notamment les parcs et jardins de Versailles, devaient être réhabilités et refaits. Donc, on a fait appel à beaucoup d'entreprises, et notamment, si on prend l'exemple de Versailles, notamment la fondation LVMH, hein, Louis Vuitton, qui a fortement œuvré, et quasiment 100% de la rénovation du parc de Versailles a été financée par LVMH. Donc, vous voyez, c'était vraiment quelque chose qui est né à partir de ce moment-là, à partir de 2003. Et puis, nous, le mouvement sportif, j'aime bien poser cette question à chaque fois que j'interviens sur le sujet. Est-ce que vous recevez, et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de réponses positives, dans vos boîtes à lettres, là, vous savez, en fin d'année, entre le 1er décembre et le 31 décembre, des appels aux dons du type comme la recherche du cancer, comme la SPA, on n'a pas ce type de demande de dons pour le sport. Et pourtant, on pourrait le faire, et nos fédérations pourraient le faire. Je ne sais pas, je pose la question, Muriel, tu peux me dire, ou Pierre, voilà, qui a eu un exemple, je ne sais pas si c'est jusqu'à maintenant, ça fait quasiment 10 Quelqu'un ans. peut lever la main? Ouais, non, pas d'exemple sur ce sujet. Ben non, parce qu'en fait, on ne sait pas du tout accaparer le dispositif. À la différence des secteurs, par exemple, Mmh. comme la recherche, la culture, l'humanitaire, la protection des animaux, la protection du patrimoine. Voilà, donc tous ces dispositifs, tous ces secteurs, eux, sont accaparés le sujet. Alors nous, depuis une dizaine d'années, on va dire à partir des années 2010, on a commencé à se dire, bah voilà, voyons que notamment avec la réforme du FNDS en CNDS, et puis après en ANS, hein, récemment, et la baisse des enveloppes du sport, on s'est dit, bah, ça serait peut-être intéressant quand même qu'on se penche un petit peu sur le sujet. Et on voit bien que c'est un moyen d'aller chercher des subsides auprès d'entreprises, mais aussi de particuliers, qui peut être intéressant. Donc voilà, premier constat, on ne s'est pas du tout accaparé ce dispositif, mais on est en train de rattraper notre retard. Est-ce qu'il y a Arnaud, Oui, il y a Brice qui a la main qui est levée. oui, Oui, bonjour. C'était juste pour. Donc, moi, j'ai pas d'exemple tennis, mais dans le cadre des activités de mes enfants qui font du triathlon, il y a un mail qui est fait tous les ans au mois de très décembre bien. pour dire justement de faire une proposition de don avec. Je pense que vous en reparlerez tout à l'heure, la possibilité d'avoir une remise aussi sur la boutique club liée au mécénat qui sera fait. Et donc, je trouve que le mail est plutôt bien fait, et je voudrais justement essayer de le mettre en place au niveau de mon club. Enfin, je pense Ouais. qu'on. C'est une très bonne démarche, hein. C'est une très bonne démarche. C'est une très bonne démarche parce que ça ne prend pas beaucoup d'énergie. On a tous un fichier de nos adhérents. Et j'aime à le dire, quand on se lance dans une politique de partenariat, et notamment de mécénat, souvent on va faire nos dossiers, etc. On va passer beaucoup de temps. Mais la première démarche qu'il faut faire, c'est déjà solliciter nos adhérents. Parce que bah, déjà, eux, ils ont cette culture club. Et ils sont susceptibles d'aider en plus de leur cotisation. Pour ceux, bien évidemment, qui payent les impôts. Et là, nous, c'est quelque chose qu'on fait depuis des années au golf, par exemple. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de petits dons. Ça peut être des dons de 5 euros, des dons de 10 euros. Alors, moi, sur mon module 2, je l'explique, hein, je montre des exemples, hein, de mécénat de personnes physiques que nous, on peut avoir au sein du golf. Mais moi, chez mon club, on a même des dons de 5 euros. Voilà, des jeunes font par exemple un don de 5 euros. Alors, bien sûr, ils ne les défiscalisent pas, hein, mais voilà, ça permet de financer des actions sociales pour le club. Voilà, vous avez un stage d'été que vous voulez organiser, vous voulez emmener, je ne sais pas, une vingtaine d'enfants en stage tennis à Saint-Jean-de-Mont, à la Baule, je ne sais où. Eh bien, vous dites voilà, pour aider les familles, bah, on fait un appel aux dons. Et voilà, on peut mettre un ticket d'entrée en disant bah, voilà, le minimum de dons possible, c'est 10 euros, jusqu'à ce que vous voulez, quoi. Donc, c'est des choses qui sont assez simples à mettre en place.
et qui ne vont pas vous demander beaucoup de temps et qui pour moi, peuvent vite être rentables pour le club, entre guillemets, hein, mais qui vont permettre vraiment de financer des actions à forte utilité sociale pour les clubs. Merci de cette intervention pour le tri, mais le tri, je ne suis pas étonné. C'est une fédération qui est plutôt neuve et qui a une vraie politique de développement via du partenariat privé. Donc, je ne suis pas étonné du tri par rapport à cette démarche. Il y a d'autres questions, Pierre? Non? Non, pas d'autres questions. N'hésite pas à me couper, hein. Alors, je vais commencer par le sponsoring parce que ça, c'est quelque chose qu'on pratique plus ou moins tous. Et le sponsoring, on peut. Alors, vous avez trouvé des définitions diverses et éparses sur Google. Moi, j'ai essayé de vous en faire une la plus simple possible. On peut déterminer le sponsoring par un soutien matériel qui va être au sens large du mot, on va dire un soutien en argent. Voilà, un club, une entreprise va vous acheter des encarts publicitaires et elle va vous donner, vous allez faire une facture et du coup, vous allez recevoir une somme d'argent, je ne sais pas, 500 €. Ça peut être aussi des biens. On vous donne des baguettes. Ça peut être, par exemple, un sponsoring avec le boulanger du coin. Il vous donne des baguettes, des viennoiseries pour votre tournoi annuel. Ça peut être aussi, on a une boîte, je pense, des fois, on a une petite boîte qui est locale, en secteur rural, mais qui a un service com. Et ben, ça peut être aussi, voilà, vous fait les affiches pour le club, etc. Donc ça peut rentrer dans les services. Donc, en fait, ce soutien, il va venir apporter un soutien aussi bien à une manifestation que vous organisez ou à l'organisation, donc au club, en vue clairement d'en retirer des retombées économiques. On va revoir, je vais m'arrêter un petit peu sur cette notion de retirer des retombées économiques. Vous vous doutez bien, j'aime à le dire, on n'est pas dans un monde de bisounours. Les entreprises, quand elles vous aident, on le sait très bien, les retombées économiques vont quand même être faibles. Mais les entrepreneurs qui vont venir vous aider à la fois sur du sponsoring ou du mécénat, eux, ce qu'ils cherchent, c'est avant tout deux choses. La première chose, c'est que d'abord, ils vont partager vos valeurs. Et j'aime à le dire également, il faut vraiment vous mettre d'accord avec vous-même sur quelle est la nature et la raison d'être de mon club. Souvent, on dit bah, mon club de tennis, c'est de faire du tennis pour tous, etc. Ok, mais c'est quoi? C'est un club formateur? C'est un club qui va former et laisser partir les jeunes? C'est un club qui va faire que de la compétition pour de l'élite? C'est un club qui va permettre le tennis pour tous, pour les femmes, pour les personnes handicapées, pour les seniors? Est-ce que je fais du sport du tennis santé? Voilà. Donc, on va essayer quand même de se dire derrière tout ça, bah, qu'est-ce qu'on défend? Voilà, c'est l'éducation par le sport, ça va être la performance, comme on a un club qui est sur de l'élite, c'est le partage, c'est la convivialité, etc. Donc voilà, ce qu'ils vont venir chercher les partenaires dans un premier temps, c'est voilà, c'est les valeurs. Parce que peut-être qu'une fois, dans leur jeunesse, ils ont pratiqué le tennis ou leurs enfants pratiquent le tennis. Donc, ça va être la première chose qu'il va falloir faire. Et la deuxième chose qui va déclencher le fait qu'une entreprise va venir vous rejoindre, ça va être parce qu'elle va pouvoir retrouver à travers le club un certain réseau. Elle va réseauter, c'est-à-dire qu'elle va se faire connaître auprès de vos adhérents qui sont des clients peut-être potentiels, mais aussi elle va venir chercher des entreprises locales et elle va vouloir venir chercher des moments de convivialité.
Moi, je suis issu à la base du monde de l'entreprise, donc j'ai encore beaucoup de connaissances dans le monde de l'entreprise. Et croyez-moi, quand vous allez voir une petite boîte et vous lui dites j'ai besoin de 1 000 € pour développer le club, euh, il vous donne 1 000 € parce que il partage vos valeurs et qu'il a envie de vous aider. Mais les retombées économiques, pour être très très clair, elles sont quand même très faibles. Après, il y a des exceptions, hein, je le conçois. Mais là, on va vous demander quand même, dans le cadre du sponsoring, mais également du mécénat, pas une obligation de moyens, pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer mettre en place, j'ai eu le cas moi d'un club de tennis de table qui m'a fait ça une fois, et j'ai trouvé ça très intéressant. Il faisait une petite carte de visite avec des cases dessus, qui donnait à ses adhérents avec la liste des partenaires locaux. Et à chaque fois qu'un adhérent allait faire travailler un de ses partenaires, et le partenaire mettait un coup de tampon sur la petite carte de visite ou signait voilà, une vente, le temps. Voilà. Donc c'était intéressant parce qu'à la fin, il récupérait toutes les cartes et ça lui permet quand même d'avoir quelques données chiffrées. Et ça peut être intéressant dans le cadre de la renégociation des futurs contrats de partenariat. Donc voilà, on va vous demander cette obligation de moyens, dire voilà, qu'est-ce que vous mettez en place pour justement promouvoir l'image du parrain. Est-ce qu'il y a des premières questions, peut-être? Non, c'est bon. Alors, je vous ai mis un petit tableau là. Alors là, il n'y a pas l'animation parce que du coup, je ne peux pas le projeter. Mais du coup, le partenariat, si on le résume à cette petite animation, vous voyez, vous avez le partenariat, le sponsoring, pardon, vous allez avoir le sponsor qui va vous donner pour une prestation. Alors souvent, c'est une prestation de communication que vous allez délivrer. Euh, euh, il va donner au club en fait voilà une prestation. Vous allez y vendre une prestation de 1 000 € en contrepartie voilà, de panneaux, de flocage sur les maillots, d'organisation d'un tournoi pour les partenaires, peut-être de la découverte du tennis pour les familles de l'entreprise, je ne sais quoi. Voilà, comme je vous le disais, le partenaire va quand même essayer de vouloir avoir quelques retours sur investissement, du moins, ça paraît logique, mais du moins avoir ces logos sur les terrains ou sur le clubhouse. Voilà. Donc voilà comment on peut déterminer le sponsoring et son processus. C'est-à-dire qu'on va avoir un sponsor, un club qui va vendre une prestation de partenariat via de la publicité, via de l'animation. Et là, vous allez donc émettre une facture que vous allez remettre à l'entreprise. Alors, sachez qu'on est dans une démarche de partenariat, et notamment de recherche de partenaires. Vous allez avoir des partenaires qui vont être plus sur le sponsoring. Je pense notamment aux grands groupes, dans un premier temps. Eux, ce qui va les intéresser, c'est de voir comment vous allez valoriser leur image, comment vous allez valoriser leurs produits. Ça peut être intéressant, notamment les grands groupes, parce qu'ils vont vous tester là-dessus. Et après, dans un second temps, ils vont essayer de voir comment ils peuvent optimiser en fait l'aide qu'ils vont vous apporter. C'est-à-dire ils vont se dire, bah, voilà, ils jouent vraiment le jeu, c'est des clubs qui nous mettent en avant, etc., notamment en termes d'image. Donc, on va aller les aider peut-être sur une partie de sponsoring. Moi, ça m'est arrivé notamment avec une banque. J'ai signé un très gros partenariat pour le CROSS, un comité régional olympique. On était parti sur un sponsoring au départ pendant les 3 premières années. Et puis au bout de la deuxième année, la responsable des partenariats m'a rappelé et me disant voilà, ça bosse bien, c'est intéressant ce qu'on fait ensemble. On voudrait vous aider un peu plus, mais dans ce cas-là, il faut qu'on voit comment on peut articuler les choses en termes de mécénat. Donc voilà, donc c'est des choses qu'il faut bien avoir en tête. Puis vous avez des partenaires qui vont vraiment être dans la valorisation de leurs produits. Donc, de par la finalité
la différence de finalité entre le sponsoring et le mécénat. Dans le sponsoring, vous pourrez vraiment valoriser les produits et les partenaires en faisant de la pub, hein, clairement, que vous ne pourrez pas le faire dans le cadre du mécénat. Donc, il y a des partenaires voilà, qui vont vouloir faire que du sponsoring parce qu'ils vont être sur la valorisation produit et d'image. D'autres, un peu moins. Donc là, on peut voir sur du mécénat. Mais on va voir tout de suite ce qu'on entend par mécénat et on verra vraiment la différence entre les deux. Vous allez voir, elle est quand même très subtile. Des questions peut-être, Pierre? Non, pas de questions pour le moment. Alors, on a vu le sponsoring, maintenant le mécénat. Donc le mécénat, vous avez bien compris, c'est un don. J'ai envie de vous dire, alors dans l'absolu, c'est un don en pure perte. Je dis bien dans l'absolu. Et on va avoir, mais on va y revenir après, on va avoir deux formes de mécénat. Vous l'avez bien compris, on a ce qu'on appelle le mécénat des personnes morales, donc des entreprises. Donc, c'est une entreprise qui va apporter son soutien à une association ou à un projet d'intérêt général. On verra pourquoi, qu'est-ce qu'on entend tout à l'heure par l'intérêt général. Et là, l'entreprise va pouvoir déduire fiscalement 60% de son don. Et puis, elle va pouvoir avoir la possibilité d'apposer son nom et sans message publicitaire sur, par exemple, votre panneau de partenaire au sein du Clubhouse. C'est-à-dire, je dis bien, sans message publicitaire. Si je dis, par exemple, j'ai Varsman Automobile et j'ai Varsman Automobile qui me dit nous sommes la meilleure concession Renault de France et surtout de la région centre, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, ça ne rentre pas dans du mécénat, ça rentre dans du sponsoring parce qu'il y a une incitation à. À partir du moment où vous avez une incitation à consommer quelque chose, vous êtes dans du sponsoring. À partir du moment où vous avez juste un logo, une adresse, un numéro de téléphone, vous pouvez le mettre en mécénat. Ça, c'est la première, c'est vraiment ce qui va différencier. Vous voyez que la différence, elle est quand même très, très subtile. Et beaucoup de partenaires, en fait, ça va leur suffire, en fait, juste d'avoir leur logo, en fait. Notamment les boîtes qui sont très connues, de par leur identité visuelle, vont se dire, moi, j'ai juste besoin de ça. Et à partir de là, vous pouvez transformer vos partenariats en mécénat. Et donc, aller sur une déduction fiscale. Donc, avec un CERFA. Sinon, vous allez être sur du sponsoring, une facture, et vous êtes dans de l'échange commercial. Donc, première possibilité, mécénat des personnes morales, et vous pourrez permettre à vos mécènes de disposer d'une contrepartie, mais vous voyez bien, elle est complètement disproportionnée par rapport à leurs dons, parce que vous pourrez valoriser une contrepartie à hauteur de 25% du don. Donc, Arnaud, souvent, oui. tu as deux mains levées, tu as Marie-Françoise, Romain et Rodolphe. C'est Marie-Françoise qui avait commencé en première, si elle veut Alors, mettre son Marie-Françoise, micro. question. On ne l'entend Le pas. micro. Ouais. Micro. Vous avez expliqué, en parlant du mécénat, qu'il y avait un CERFA à Oui. remplir. Est-ce Oui. obligatoire pour tous les mécènes? Oui. Oui, d'accord. Oui. Merci. C'est ce qui va faire foi, hein, le CERFA, on va le voir à la fin. C'est ce qui fait foi pour vous dans votre comptabilité en cas de contrôle. Et lui, s'il a un contrôle fiscal aussi, c'est ce qui va donner à l'administration fiscale. Après, il ne l'envoie pas, on fait sa déclaration, sur sa déclaration d'impôt, il remplit les différents dons qu'il a fait, mais ça reste dans sa comptabilité. Oui. Ouais, un contrat de mécénat n'est pas suffisant. Non, il n'est pas suffisant fiscalement. Le contrat de mécénat, il est intéressant pour vraiment border les choses, dire les devoirs et les droits de chacun, mais fiscalement, ce n'est pas une pièce fiscale. D'accord. Merci. Je vous en prie. Tu as une question de Romain aussi. Oui. Romain, on vous écoute. Micro. Micro. Ah. On ne l'entend pas. On n'entend pas. C'est une question écrite dans ce cas-là? Ouais, c'est une question écrite. Donc, je continue et puis on prendra la question juste après? Il y a une autre question.
Arnaud. Et moi, Oui. c'est Rodolphe. Oui. C'était par rapport justement la fameuse la 4e ligne, là, donc des contreparties disproportionnées. En fait, je comprends pas ce que ça veut dire. En fait, si vous donnez 1000, on vous donne 1000, dans l'absolu, vous pouvez valoriser le partenariat à hauteur de 250 €. C'est-à-dire que si vous incluez dedans, par exemple, un panneau qui vous coûte 150 €, et puis vous l'invitez à Roland-Garros, ça vous coûte 100 €. Voilà, vous avez atteint la limite de la valorisation possible. En fait, vous allez pouvoir quelque part redonner quelque chose pour faire vivre en fait votre partenariat. D'accord. Ça marche. Mais Merci. bien évidemment, ces contreparties ne peuvent pas inclure les cotisations au club parce qu'on ne serait plus dans une contrepartie disproportionnée. À partir du moment où il y a une contrepartie dans une cotisation, par exemple, parce que j'ai beaucoup de clubs qui me disent la cotisation du club, etc. Si vous avez une cotisation qui ouvre droit, par exemple, à l'accès aux cours, à différents cours, on peut imaginer ça, et bien là, à différents services, la boutique, par exemple, et bien là, c'est pas possible. Parce qu'on est bien dans du mécénat. Dans le mécénat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'absolu, c'est un don quasiment à fond perdu. La vraie contrepartie pour les entreprises ou pour les personnes physiques, je vous rappelle quand même, quelqu'un qui va vous donner 1000 €, il va pouvoir déduire fiscalement 600 €. Donc, c'est quand même pas une paille. Donc, l'intérêt pour les personnes qui vont faire du mécénat, c'est quand même de déduire fiscalement. Je vous rappelle, à la base, c'est une loi d'incitation fiscale. On a la question écrite de Romain Oui. qui te demande, dans le cadre du mécénat, ça veut dire quoi qu'on peut poser un panneau autour du terrain avec juste l'identité de l'entreprise sans pub? Je reprends mon exemple, entreprise Warsmann. Je mets entreprise Warsmann, Blois, non, c'est pas Nains, c'est Neuvy, dans le Loir-et-Cher, voilà, c'est tout. Son logo, son adresse, son numéro de téléphone, point. Si j'ai l'entreprise Warsmann avec un véhicule, la dernière Renault, acheter la dernière Renault, je sais pas, Mégane, et bien là, on n'est plus du tout dans le mécénat parce qu'il y a une incitation à. Par contre, vous avez une incitation à consommer, eh bien, vous pouvez pas défiscaliser derrière. On est dans du sponsoring, c'est de la pub. Est-ce que c'est clair? Très clair. C'est bon. Alors ensuite, vous allez avoir donc un deuxième dispositif qui va être le mécénat des personnes physiques, nous, autour de l'écran ce soir. Et là, on va pouvoir également soutenir une association, un projet d'intérêt général, et on va pouvoir déduire 66% du don dans la limite de 20% de notre net imposable. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par exemple, vous donnez 100 € à votre club, et ben, vous allez pouvoir en déduire 66 € de vos impôts. Donc voilà, c'est toujours intéressant, et comme j'aime le dire avec un peu d'humour, il faut mieux donner à son club qu'à Bercy. Voilà. Comme ça, c'est dit. Possibilité d'avoir, mais tant que la loi nous le permet, je pense qu'il faut en profiter parce que je peux vous le dire, il y a quand même des grosses discussions, notamment là, on le voit bien, hein, les finances se resserrent. Il est question que le dispositif passe à 30%, donc, notamment pour les entreprises. Moins pour les personnes physiques, mais pour les entreprises. Et puis, on aura toujours cette notion de disproportion gardée entre le don et la valorisation. Je vous donne un exemple de valorisation qui est intéressante pour vous donner vraiment l'idée. Sur les plateformes de ce qu'on appelle Hello Asso, etc., pour financer, on appelle le crowdfunding, souvent on vous donne soit un t-shirt, soit une carte postale. Vous voyez, on vous donnez 100 balles ou 1000 balles, vous avez un t-shirt et une carte postale. On est vraiment dans une contrepartie qui est complètement disproportionnée par rapport à ce que vous donnez. Mais c'est l'esprit du don. Donc le don, comme le sponsoring, il va pouvoir prendre différentes formes, financier, en nature, vous donnez des produits,
On va pouvoir réaliser des actes liés à son entreprise, la communication, de la compta. Voilà, donc, mais alors, par contre, il faut bien avoir en tête, par exemple, on parlait tout à l'heure du boulanger qui va vous donner, dans le cadre du mécénat, une centaine de baguettes. Ce n'est pas le prix de vente de la baguette. Jamais le prix de vente. C'est le prix de revient. Parce qu'il ne va quand même pas défiscaliser, notamment la TVA. Donc, c'est le prix de revient. C'est son coût de revient. Pareil, on vous donne un ordinateur. Vous avez, je ne sais pas, avec le Darty du coin, un partenariat. Il vous donne 4-5 ordinateurs pour le club. Et ben, ça sera son coût de revient. Lui, ce n'est pas le prix de vente. Ça va pouvoir aussi prendre la forme de matériel et puis de compétences, comme on l'a dit. Voilà, 2 formes de mécénat, entreprise, personne physique. Pareil, je vous ai mis un petit tableau qui va vraiment vous permettre de comprendre. Là, on va être sur un mécène d'un côté, le club de l'autre côté, et là, le mécène va vous faire un don de 1 000 € en échange de panneaux ou de remerciements. Donc, je vous ai bien mis logo, nom. Donc, attention, pas de message publicitaire. Et ça, c'est la loi de finances de 2000 qui nous autorise à pouvoir apposer des panneaux de remerciements des mécènes autour de nos équipements sportifs. Et comme je vous l'ai dit, la contrepartie pour 1 000 €, 250 €, l'équivalent de 250 € pour valoriser le partenariat. Des questions? Non? C'est bon? La différenciation entre les deux est bien entendue. Donc justement, je vous ai mis, vous verrez, je ne vais pas le reprendre, mais je vous ai mis un petit tableau comparatif. Vous voyez, notamment, si je reprends le don, une fois que vous avez fait ce processus de don, à la fin, et ben là, vous allez émettre un CERFA, comme je vous le disais tout à l'heure, même 2 CERFA, parce que vous allez en faire une copie, en fait. Vous allez en envoyer un à l'entreprise et un que vous allez garder, vous, en archive, dans votre comptabilité. Et ce CERFA permettra, en cas de contrôle, d'identifier les partenariats et les partenaires. Et pour le sponsoring, comme on l'a vu tout à l'heure, une facture. Donc, je vous ai tout remis là dans un petit tableau vraiment très succinct, mais qui vous permet vraiment de comprendre la différenciation entre les deux. Le sponsoring, c'est vraiment un acte de vente, une prestation de service. Et on va dire que le mécénat, on est plus sur un acte solidaire, citoyen, de partage de valeurs. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est mieux de faire du mécénat, mais parce qu'on a des gens qui vont partager en gros l'idéal sportif qu'on peut avoir, mais parfois, ce n'est pas possible parce qu'il y en a qui veulent faire clairement de la pub et c'est tout à fait louable, hein. Donc, il faut l'entendre. Donc, voilà pour la différence entre les deux. Alors, le cadre réglementaire, il va nous intéresser notamment au sens là, du terme que je vous dis depuis le début, cette notion d'intérêt général, hein, au sens fiscal. C'est-à-dire que pour émettre des CERFA de reçus de dons, il faut être reconnu d'intérêt général au sens fiscal. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'intérêt général? Alors, la première condition qui va nous permettre de dire qu'on est d'intérêt général, ça va être le Code général des impôts va dire que le domaine d'intervention du sport, par définition, on est d'intérêt général. À partir du moment où vous êtes une fédération sportive, déjà, il y a un fort faisceau qui nous dit qu'à 90%, vous êtes d'intérêt général. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va avoir 3 autres conditions qui vont être vraiment cumulatives, qui vont nous permettre de dire qu'on est également d'intérêt général.
C'est-à-dire qu'on va se dire, on est du sport, je suis d'intérêt général, mais je vais quand même aller creuser un petit peu plus, parce qu'on va voir qu'il peut y avoir quand même quelques subtilités dans la démarche qui peuvent nous faire dévier, en fait. Alors, pour vous dire, voilà, d'un côté, hein, ce que cherchent les impôts, c'est savoir si vous n'êtes pas du champ commercial. Ça, c'est la première chose. Donc, ça va être mon activité. Alors, non, c'est la deuxième chose, mais je peux commencer par celle-ci. Mon activité principale, elle est non lucrative. Donc, en règle générale, vos clubs sont non lucratifs. Et comment on va voir qu'ils sont lucratifs ou pas lucratifs? En fait, ça va être votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que votre chiffre d'affaires doit être inférieur à la franchise d'impôt de 72 432 €. C'est-à-dire que, quand j'entends par chiffre d'affaires, c'est le compte 70 en compte de résultat. Vous savez qu'il est tout en haut à droite. Les cotisations ne sont pas dedans, les partenariats ne sont pas dedans, les subventions ne sont pas dedans. Donc, on a quand même une bonne marge. Si on est un club moyen, même un gros club, on a quand même une grande marge. Mais si vous avez une buvette qui fonctionne bien, une boutique qui fonctionne bien, on peut imaginer que vous dépassiez ce seuil. Si vous dépassez ce seuil, vous ne pouvez plus faire de CERFA et vous ne pouvez plus tout simplement faire de mécénat. Parce que vous êtes… Seuil, vous pouvez rappeler le seuil, s'il vous plaît? Alors, vous l'aurez, hein, je vous l'ai marqué, vous verrez juste en dessous, c'est 72 432 €. 432 €, ok. Alors, ça serait vraiment bien de savoir… ça inclut quoi? Parce que ça, c'est chaud par contre. Bah, ça inclut… pour les gros clubs, c'est pas une grosse somme. Vente et prestations. Vente et prestations. Compte 70. Le bar, les tournois. Les inscriptions des tournois, c'est ça que tu veux me dire? Ouais. Non, ils ne rentrent pas, je pense pas. Ils rentrent pas dans… Je pense qu'ils ne rentrent pas dans vos comptes 70. Alors, attends. 70. Ok. Il faut voir ce que vous mettez dedans. Hein. Ouais. D'accord. C'est toutes vos ventes et vos prestations. Les subventions ne rentrent pas dedans, c'est en compte 74. En compte 75, vous allez avoir les mécénats que vous avez, etc. etc. Donc, c'est quand même un gros chiffre d'affaires, hein, 72 000. Hein. Ouais. Et la location des terrains externes? Ah oui, ça va rentrer dedans. Ok. Ouais. Tout ce qui est en fait lié au chiffre d'affaires. Donc, si on dépasse ce montant, on ne devient plus d'intérêt public, d'intérêt général. D'intérêt général. Et surtout, vous êtes assujetti à la TVA. D'accord. Quand vous êtes assujetti à la TVA, vous faites partie du secteur lucratif. C'est pas plus dur que ça. Ouais. Alors c'est pour ça que les gros clubs, notamment, je pense aux clubs partenaires, voilà, nous on a l'ADA Blois Basket par exemple, ils ont le club partenaire, le club supporter et puis l'identité, la SA en fait, hein, la société sportive, anonyme sportive, hein, la SA PS, parce que ça leur permet de différencier et d'affecter les produits dans chaque association. Ça, c'est hyper. Ok. Ça, c'est hyper important de l'anticiper. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ensuite, vous allez avoir un autre critère, un autre faisceau d'indices qui va être la gestion des intéressés. Alors, celle-ci, c'est le plus simple. Jusqu'aux dernières nouvelles, vos activités que vous faites au sein de vos clubs en tant que dirigeant ne sont pas rémunérées. Donc, vous êtes bénévole, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis, vous allez avoir un troisième faisceau qui va être, ne pas agir en cercle restreint. Aux dernières nouvelles, vos clubs sportifs, à partir du moment où les adhérents respectent les statuts ou le règlement intérieur, sont tous acceptés. Donc, j'ai envie de vous dire, le cercle restreint n'a aucune incidence, la gestion des intéressés n'a aucune incidence. Le seul qui est vraiment et que les impôts regardent, c'est l'activité lucrative ou pas. Voilà. Je vous donne un exemple pour le cercle restreint, une association d'anciens élèves, par exemple, d'une école,
ne peut pas être d'intérêt général parce qu'elle est bien réservée et aux anciens élèves de l'école. Donc, elle n'est pas ouverte à tout le monde. Donc, à partir du moment où il y a une distinction, on n'est pas d'intérêt général. Est-ce que c'est clair, cette notion d'intérêt général? Alors, vous allez me dire, Arnaud, c'est bien gentil ce que tu nous dis, mais on en fait quoi après? Eh bien, on va aller voir tout de suite. Alors là, c'est l'examen de conscience. Parce que vous savez, on est dans un pays un peu particulier, la France. On aime bien nos libertés, mais on nous cadre quand même. Donc, pour être reconnu d'intérêt général, en fait, il y a deux solutions et il n'y a rien d'obligatoire. Tant que tout va bien, j'ai envie de vous dire. Et notamment, je ne veux pas vous faire peur, mais une association moyenne qui se reconnaît en fait à travers les critères que je viens de donner, qui est aux alentours de 30 000 € de chiffre d'affaires. J'ai envie de vous dire, vous pouvez vous autoproclamer, mais il faudrait déjà le faire. Vous pouvez vous autoproclamer en fait d'intérêt général selon les conditions cumulatives que je viens de vous donner. C'est-à-dire, je suis du secteur sportif, j'ai une gestion des intéressés, je n'agis pas en cercle restreint et je ne suis pas du secteur marchand. Donc, selon ces 4 critères-là, on se déclare d'intérêt général et ça, vous le faites en bureau ou en conseil d'administration et vous le notez au PV de la réunion et vous mettez ça en archive. Voilà, vous êtes autoproclamé d'intérêt général. Voilà, selon les critères que je vous ai donnés, vous pensez que vous êtes d'intérêt général. J'ai envie de vous dire, vous êtes dans les clous fiscalement. Bon, tout va bien. Le club moyen, malgré tout, il a une bonne politique de développement, il se développe, il arrive quasiment à 65 000 € de chiffre d'affaires. Bon, il est toujours sur la barre des 72 432, mais il a quand même 50 000 € de dons par an. Donc voilà, c'est quand même pas une paille. Surtout, c'est quand même une perte pour l'État. Bon, là, il serait quand même intéressant de faire valider en fait cette autoproclamation, cet autodiagnostic par les services fiscaux. Donc, on va, ce qu'on appelle, faire un rescrit fiscal. En gros, un rescrit fiscal, c'est on va demander l'autorisation aux impôts d'émettre des CERFA. Comme ça, j'ai envie de vous dire, vous êtes quand même un petit peu plus bordé fiscalement. Les impôts vous ont reconnu de par un certain nombre d'éléments. Donc, vous allez leur transmettre un joli petit courrier leur demandant que voilà, vous demandez à être reconnu d'intérêt général pour émettre des CERFA. Et puis, vous allez leur mettre les statuts, vous allez leur mettre les activités du club. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous le faites? Avec qui vous le faites? Un organigramme? Est-ce qu'il y a des salariés? Vous allez mettre le compte de résultats des 3 dernières années, le bilan financier des 3 dernières années, le budget prévisionnel, et puis la part de partenariat. Voilà, qu'est-ce que vous leur offrez? Comment le partenariat est organisé dans l'association. Et puis les impôts, sur ces données déclaratives, eux, ils ont 6 mois pour vous déclarer d'intérêt général ou pas au sens fiscal. Tu as une main levée, pardon, de Oui, Marie-Françoise. Une petite expérience. Nous avons fait une demande de rescrit fiscal auprès des services fiscaux d'Orléans et on n'a jamais reçu de réponse. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'au bout de 6 mois, vous êtes reconnu. Ah, ça veut dire que s'il n'y a pas de réponse, on est reconnu d'office. Oui. D'accord. Vous l'avez envoyé en recommandé? Oui. Bon, vous gardez ils ont été le chercher, le recommandé? Ah bah oui. Vous On sait qu'ils ont reçu notre courrier, mais on n'a jamais eu de retour de leur part. Bon, écoutez, vous gardez le recommandé, les justificatifs, le courrier qui a été envoyé, basta. D'accord. Vous êtes reconnu d'intérêt général. Arnaud, oui. J'ai le club de Murvois qui doit quitter la réunion.
Bah alors on va l'écouter sur son Oui, expérience. Du coup. Christophe, tu es toujours là? Oui, je suis toujours là, oui. Donc, si éventuellement, voilà, si tu pouvais prendre la parole, comme je sais que tu as un imprévu, donc ce serait bien. Oui, en fait, après, moi, j'ai pas grand-chose d'extraordinaire. Nous, en fait, on a une petite structure, on est 18 licenciés et c'est vrai que pour des démarches, c'est compliqué pour les petites structures comme nous. On ne cherche pas des gros budgets, mais après, nous, on démarche surtout les artisans et les commerçants du village et puis des communes alentours, quoi. Et bon, on y arrive quand même, on fait ce qu'on peut. Et avec ça, on arrive quand même, ça fait 1 an, avec ça, on veut essayer d'investir pour dans de nouvelles infrastructures. Alors, du coup, comment vous avez procédé pour trouver des partenaires? C'est simplement de la connaissance, du réseautage? Oui, en fait, c'est ça, c'est que de la connaissance. Et puis, en fait, chaque licencié a mis la main à la pâte. Et puis, avec les connaissances, de toute façon, dans le milieu, tout le monde a une connaissance d'un artisan ou deux. Et puis, on a juste demandé. Et puis, allez, à 70%, on a eu un retour favorable, quoi. Donc, c'est des entreprises locales qui sont dans un périmètre de combien auprès du club? On va aller à 15-20 km. D'accord. Vous êtes sur de la proximité, hein, c'est logique. Voilà, mais c'est surtout de l'artisanat, surtout. Hein. C'est surtout. Oui, bien sûr. Dans le monde du bâtiment, c'est des petites structures. Et puis, après, en contrepartie, ils ne demandent pas de publicité, hein, très, très peu, quoi. C'est pas ce qu'ils nous donnent. D'accord. Du coup, en contrepartie, pas de pub. Ok, bon, après, il y en a, ils vont vous Non, dire. ils nous demandent rien. Après, quand on fait une manifestation, on les invite. Après, ils viennent ou ils viennent pas, mais généralement, on les invite, quoi. D'accord. Et du coup, vous leur mettez un CERFA? Oui, tout le temps, oui. D'accord. Donc, vous êtes autoproclamé d'intérêt général? J'en sais rien, honnêtement, je sais pas. Ouais. Moi, je sais qu'à chaque fois qu'ils me donnent des dons financiers, on fait un CERFA, quoi. Ouais, mais vous n'êtes pas autorisé à émettre des CERFA. Ah bon? Eh ouais, comme 99% des clubs. Donc, faites attention à ça. Autoproclamation, déjà, ça va vraiment sécuriser les choses selon les critères que je vous ai dit. Et puis, si ça prend vraiment de l'ampleur, ben, voilà, il faudra faire un rescrit quand même. D'accord. Voilà. Okay. Je prends note. Merci. Que les artisans sont quand même contrôlés par les impôts. Donc, vous savez, et surtout que vous avez, et je vais y venir après, mais je vous donne l'info, vous avez une obligation, là, depuis 2022-2021, de déclarer tous les ans les CERFA que vous avez et à qui vous les avez, vous les avez émis auprès des impôts. Hein. D'accord. Bah, ça, nous, on a tout en doublon, de toute façon. Ouais, mais ce que vous voulez en doublon, oui, c'est une chose, mais il y a une obligation de déclaration. D'accord. Eh ben, je prends auprès note. des impôts. Ouais. Eh ben, je prends note. Merci. Merci de l'information. Et n'hésitez pas s'il y a besoin. Oui. Mais c'est intéressant parce qu'il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est le réseautage, c'est ce que je disais dès le début. Hein. Les entreprises, c'est ce qu'elles viennent chercher. De la convivialité, ça c'est évident. Et puis, alors, il ne faut pas rêver. Moi, je ne crois pas qu'on est dans un monde de philanthropes. Ils viennent chercher de la défiscalisation malgré tout. Hein. Oui, bien sûr. Et puis, c'est des partenaires locaux, quoi, je veux dire, et ça sera à 99%, ça sera le cas pour tous les clubs qui sont là ce soir. Oui, bah oui. Merci. Merci Christophe. Merci à vous pour les renseignements. Bonne soirée. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Tu as une main levée de Brice. Oui. Oui, c'était par rapport au rescrit fiscal où le club d'Orléans disait qu'ils avaient fait un recommandé. Moi, j'invite à passer par la messagerie sécurisée du compte des impôts. On a systématiquement des retours et c'est équivalent à recommander, mais au moins. Ouais, alors des fois, c'est embêtant. Ouais. Un rescrit ou autre chose. Hein. Ouais, alors des fois, c'est embêtant parce que on a eu le cas notamment quand on a eu le Covid avec qu'on appelle ça le chômage partiel. Parce qu'en fait, il faut passer par son compte personnel. Non. Utiliser. Bah ouais, parce que normalement, une association, elle n'est pas assujettie aux impôts. Vous n'avez pas de code.
Nous, on l'a fait pour le club. J'ai créé le compte pour le club avec l'adresse mail du club, un mot de passe dédié. Et oui, on a accès aux déclarations des années antérieures, on a accès à tout. D'accord, ok. Et on a accès et on a la messagerie pour communiquer avec les impôts. Bon. Et voilà. Notamment faire les demandes de rescrit ou autres demandes qu'on aurait à faire. Je ne savais pas que ça fonctionnait du coup, ok. Je vais essayer. Si ça intéresse les clubs, il faut créer leur compte et ça permet de retrouver l'historique des précédentes déclarations, notamment. Et du coup, vous faites votre déclaration Moi, je la fais par la messagerie. J'envoie la déclaration via la messagerie. Ouais, la déclaration des dons que vous avez reçus dans l'année, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Très bien. Très bonne remarque. Tu as une question d'Olivier également. Alors, Olivier, on vous écoute. Oui, bonsoir. Alors moi, je rebondis rapidement sur l'autoproclamation d'intérêt général. Dans le cadre d'une association sportive, d'un club de tennis en l'occurrence, qui est régie par une association omnisport municipale. Est-ce que c'est l'association omnisport qui doit se faire reconnaître d'intérêt général, ou l'omnisport et l'association sportive? C'est l'omnisport. D'accord. C'est l'omnisport parce que c'est l'omnisport qui a la valeur légale. C'est lui qui porte l'ensemble. D'accord, très bien. Merci. Il n'y a pas de quoi. Et il y a Valérie également. Valérie? Ah oui, moi je voulais revenir sur la déclaration des dons là. Mais on ne fait pas ça sur le site démarchesimplifiée.fr, déclaration des dons? Oui, vous pouvez. Que de le faire sur le site des impôts via la messagerie. C'est ce que j'allais vous dire après. Je crois que je l'ai mis. C'est où que je l'ai mis, ça? Ouais, France Connect. Vous voyez, je l'ai mis là. Ouais. Il n'y a pas une date, parce que là, quand je vois dessus, ils disent qu'il faut le faire au plus tard, au 31 décembre 2020. Mais il n'y a pas une date limite. C'est ça que je n'arrive pas à trouver à chaque fois. Alors, si. Attendez, que je me souvienne. Pour ceux qui ont un exercice qui est clos au 31 décembre, vous avez jusqu'à 2 mois après. Et pour ceux, c'est un truc de fou ça. Et pour ceux qui sont, par exemple, en année sportive, alors année sportive qui finirait par exemple en juin ou en septembre, vous devez faire la déclaration dans les 4 mois qui suivent. Oui, mais le problème, c'est que les dons, la déduction des dons, c'est à l'année civile, ce n'est pas à l'exercice pour les particuliers, par exemple. Ah non, alors ça, c'est autre chose. Vous allez émettre vos CERFA. Quand vous va vous faire un don, il faut remettre avant la fin de l'année, pour qu'ils puissent les intégrer à leur déclaration d'impôt, le CERFA. Mais là maintenant, par France Connect et visiblement par la messagerie sécurisée, vous pouvez et vous devez, c'est ce que je disais tout à l'heure au Club Murois, vous devez déclarer, par exemple, j'ai quatre entreprises qui vont me faire un don, et ben je dois déclarer ces dons. C'est-à-dire, voilà, j'ai 4 entreprises qui me donnent 1 000 €, j'ai l'entreprise A, B, C, D, et je dois le déclarer aux impôts. C'est une obligation. Et ça, c'est tout nouveau, hein, ça date… Oui, de 2021, oui. 2021 ou 2022, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. C'est un moyen de contrôler. Hein. Je continue, il y a d'autres questions, non? Non, pas d'autres. Donc, une fois que j'ai avoir répondu donc à cette notion d'intérêt général, je vais pouvoir recevoir des dons, comme on l'a bien compris, et mettre un CERFA. Voilà. Et comme on le disait, vous devez bien sûr les déclarer via France Connect ou via cette… je ferai quand même que je vérifie comment on procède, mais vous pouvez le faire via une messagerie, du coup la messagerie sécurisée des impôts. Voilà pour ce cadre réglementaire. Alors, je vais conclure là, et puis après, je reviendrai, je prendrai 2 minutes pour vous présenter le CERFA quand même. Mais Pardon, tu as une main levée de Cédric. Oui. Oui, bonjour. Cédric, on vous écoute. Nous, on fait un loto, on récupère des bons d'achat et des cadeaux en don. Et je voulais savoir comment ça se passait aussi. Parce
j'ai fait des CERFA, mais j'ai vu que vous avez un CERFA, vous, qui était le 115-80 03, je crois. Oui. Et moi, je suis en train de donner des CERFA 115-80 04. Je voulais savoir la différence. C'est pas bien grave. Ça, c'est pas bien grave. Ne vous inquiétez pas. Et donc, pour les bons d'achat, ça marche comment, du coup? Eh ben, par contre, le bon d'achat, alors c'est un bon d'achat dans un magasin, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oh, punaise. J'en ai plusieurs qui m'ont fait des bons d'achat de 100, 50 ou de 15 euros, quoi. Et c'est pareil, on nous a donné une tondeuse de 3600 euros. Comment on l'a fait passer aussi? La tondeuse, c'est simple. La tondeuse, de toute façon, c'est son coût d'achat. D'accord? Et ça va être un mécénat. On peut le faire passer un mécénat, ça. Oui, vous pouvez, mais la tondeuse, si elle vaut 3000 euros, lui, il a peut-être payé que 2500, par exemple. Donc, il va falloir Donc, faire. ce sera un don de 2500. D'accord. En fait, le don, il est hors TVA. Ok. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, le bon d'achat, faut qu'il vous le mette, mais hors taxe. Ok. D'accord. Ouais. Hors taxe. Je vois pas. Parce que lui, son coût de revient, après, on va chercher loin après. Parce que, ouais, non, après, vous achetez un truc, après, les gens font ce qu'ils veulent, hein, on va pas se prendre la tête. Ouais, non, hors taxe, D'accord. Merci. je vous en prie. Tu as une autre question de Marie-Françoise. Alors, moi, c'est pour le futur, mais c'est un futur proche. J'ai un mécène, je suppose, qui veut nous donner de l'argent pour construire 2 cours extérieures. Vous voyez le montant de la transaction. Oui. Est-ce que là, c'est un mécène normal avec un CERFA et je déclarerai le montant de 100 000 euros qui sera donné au club? Enfin, j'arrondis à 100 000 euros. Hein. Ouais, c'est un très, très gros mécène. Mais il n'y a pas de différence entre un mécène à 100 et un 100 000. La règle est la même. Sauf que je vous inviterai à faire avant un rescrit fiscal. Oui, c'est pour ça qu'on a commencé à faire le rescrit fiscal. Ouais. Oui. Comme ça, vous êtes tranquille. Parce que 100 000 euros, je peux vous dire qu'il y aura un contrôle derrière, hein, ça c'est sûr. Il va faire ça sur 2 ans, une fois, un cours une année, un cours l'autre année. Mais bon, c'est des grosses sommes et je vais faire un contrat de mécénat aussi. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Tout à fait. Donc c'est envisageable. Mais là, oui. Ah oui, mais il n'y a pas de problème. Je veux dire, si on prend une VMH à Versailles, c'est des sommes de 10 à 20 millions d'euros. Hein. D'accord. C'est le même principe. Hein. C'est exactement le même principe. D'accord. C'est juste une chose, c'est que le mécène, il est plafonné quand même hein, dans ses dons. Hein. Après, il est plafonné à 0,05 de son chiffre d'affaires. Et il a 5 pour 1000. Hein. Après, faut voir. Donc, l'entreprise qui va vous donner 2 fois 50 000, si c'est une grosse boîte, ça va. Oui, c'est une très grosse boîte. C'est une très grosse boîte. Ouais, bon, donc ça va alors. Il doit savoir ce qu'il fait, je pense. Je pense qu'il a plus de 250 000 euros de chiffre d'affaires. Je pense que oui. Oui, c'est des millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 5 pour 1000. C'est-à-dire que le mec qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, il peut te donner que 500, quoi. Tu vois, Non, mais lui, c'est plusieurs millions de chiffre d'affaires par an. Ok, bon, ça va alors. Enfin, ça après, ouais. Sans limite, c'est son problème à lui. Hein. Exactement. Alors ça vous regarde pas. Ça, après, c'est lui qui. Vous avez un devoir d'information quand même. C'est quand même mieux. Donc, moi, pour conclure, ce que je peux vous dire, c'est que la démarche partenariale, elle peut pas être réduite, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, à des avantages fiscaux. Si on part sur ça, j'ai envie de vous dire que vos partenariats ne tiendront pas, parce qu'on est sur de l'opportunité fiscale. Donc, un jour, je fais beaucoup de bénéfices, je vais pouvoir donner à la sauce, etc. Mais on n'est pas sur du partage de valeur. Donc, moi, personnellement, je sais que ça ne me plaît pas. Je préfère avoir des partenariats qui sont sur de l'échange, sur de l'autoconstruction, sur du développement de projets communs. Je ne vous l'ai pas dit, mais il est intéressant quand on a des partenaires. Maintenant, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, de les intégrer à nos commissions projets. Par exemple, vous allez chercher un partenaire sur un projet, je ne sais pas, par exemple, du tennis pour les personnes handicapées, du développement de tennis féminin,
on les intègre quand ils le souhaitent, hein, mais on leur pose quand même la question et souvent ils sont intéressés, malgré tout, de participer à quelques comités de pilotage de ces projets. Et surtout, pour vous, il y a un très gros intérêt de les intégrer parce qu'au-delà du don, eux, ils ont un réseau et ils vont toujours être en position de vous apporter des solutions. Comme dans tout projet, on a des besoins qui vont émerger au moment de la construction du projet, et puis il y en a d'autres qui vont arriver en cours de développement. Donc, et là, on peut se dire comment je vais faire, etc. Et quand vous avez les partenaires autour de la table, ça peut être des solutions vite trouvées, en fait. Donc, moi, je vous invite vraiment à les intégrer. Notamment à cette stratégie de développement du club. Ça peut être intéressant. Et puis, vous devez prendre en compte cette notion de notoriété que vont venir chercher les entreprises. Faire du partenariat et pas avoir de club partenaire, même si vous avez 2 partenaires, même si vous avez un partenaire, ne serait-ce que de l'inviter à vos réunions, à vos assemblées générales. D'abord, ça va vous obliger à avoir des assemblées générales un peu plus construites et surtout un peu plus vivantes. Les valoriser, voilà, c'est important. C'est vraiment important, en fait. Que ce ne soit pas simplement un guichet unique, hein. Je caricature, mais c'est ça, quoi. Parce que combien de chefs d'entreprise j'entends qui me disent, mais en fin de compte, on vient juste nous voir pour chercher un chèque, quoi, une fois dans l'année, quoi. Donc, ce n'est pas ça le partenariat, c'est vraiment de l'échange. Donc ça, soyez vigilants là-dessus. Donc, vous avez bien compris que c'est une démarche qui peut être qu'à moyen terme et sur le long terme, parce que on est quand même sur quelque chose qui se construit et qui se développe. Et puis, vous allez avoir, pour moi, c'est un véritable outil de développement de nos clubs sportifs, mais aussi un autre moyen de collaborer avec le monde de l'entreprise. Au-delà de la partie financière, c'est de se dire comment je peux proposer du sport dans les entreprises. Ça me paraît quelque chose de très important et on le voit depuis la période Covid. Beaucoup d'entreprises ont des difficultés de recrutement et dans les enquêtes qu'il y a, on s'aperçoit que beaucoup maintenant de salariés, alors il y a bien sûr le travail qui est proposé, les avantages salariales, les avantages fiscaux, les avantages en nature, mais le sport commence à apparaître. C'est-à-dire que voilà, est-ce que l'entreprise va permettre, je ne sais pas, ce sont des entreprises moyennes, hein, mais de pratiquer du sport entre midi et 2, d'avoir des clubs partenaires, d'avoir un tournoi annuel pour les salariés de la boîte. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui rentrent en ligne de compte maintenant de la RH. Donc, il faut l'intégrer et il faut proposer des choses à l'entreprise. Donc, ça, allez-y. Et l'entreprise, elle est demandeuse par rapport à ça. Et là, ce sera beaucoup plus facile pour elle de mettre quelques billets supplémentaires pour justement permettre un bien-être dans la tête et dans le corps de ses salariés. Arnaud, je te coupe, on avait une question une main levée de Clément. Oui, bonsoir Arnaud. Bonsoir. Tout à l'heure, tu évoquais la notion de déclaration du coût d'achat oui. Par le mécène. Oui. Ça veut dire concrètement, alors on n'a pas eu l'occasion jusque-là, mais ça veut dire que quand il te remet le don, il te donne aussi la valeur d'achat. Enfin, comment il le justifie? Parce que si nous, derrière, on fait le CERFA, il faut quand même que ce soit basé sur quelque chose. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Eh ben, c'est très difficile parce que c'est du déclaratif. Ben oui. Eh oui, mais vous allez mettre, par exemple, je prends toujours l'exemple, pour moi, qui est le meilleur exemple des baguettes. Là. Il vous donne 100 baguettes. Et ben voilà, une baguette à 1,20 €, 1,30 €. Donc, c'est pas son coût de revient. Son coût de revient, il va être aux alentours de 80 centimes, par exemple. Donc, lui, ça sera les 80 centimes x 100. Ouais, mais c'est juste comment nous, on peut l'établir, en fait.
C'est lui qui va te donner le montant. C'est lui qui va donner le montant. Et s'il y a un contrôle, les c'est son impôts, problème. C'est son problème. Ouais, mais il faut bien qu'on ait une trace écrite de sa déclaration. Enfin, non, là, il y a l'exemple de la baguette, mais je dis n'importe quoi. On t'offre, dans le cadre d'un lot ou je ne sais quoi, un vélo ou ce genre de choses-là. La valeur marchande, elle est peut-être de 500 €. Et lui, sa valeur d'achat, comme tu l'évoquais tout à l'heure, elle sera peut-être de 200 €. Mais nous, il va nous dire, voilà, la valeur est de 200 €. On va potentiellement faire un CERFA pour ce don-là. Vous faites un petit document. On garde une trace quand même, non? Moi j'ai le cas, j'organise des compétitions de golf, on a beaucoup de matériel comme ça. Pour chaque don, chaque matériel récolté dans une entreprise, donné par une entreprise, on fait un petit document qui prend 3 lignes, 4 lignes. Voilà, l'entreprise Tartampion nous a donné un ordinateur d'une valeur, non pas de, une valeur d'un coût de revient de temps. On met bien coût de revient. Ok. Et on l'annonce dedans. Après, il met 500, il met 600, c'est son problème. Hein. Ok, ouais, non, mais c'est juste le principe de garder bien un écrit, en tout cas. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais moi, nous, on le fait comme ça. Ok. Après, il y en a qui ne le font pas. Mais c'est du déclaratif. Hein, donc, et les impôts, ils ne sont pas fous. Hein, je veux dire, les contrôleurs, ils savent plein de choses. Voilà. Ok. Merci. D'autres questions? Il faut en profiter. Hein. Pas d'autres questions. On va peut-être passer. Je ne sais pas si tu as fini, Arnaud. J'ai fini. Je vous ai mis. Vous verrez parce que on a un peu dépassé déjà. Mais j'ai du coup mis dans la boîte à outils, vous le verrez, j'ai mis le CERFA en fait, qui est complètement commenté avec des astérix qui expliquent vraiment à quoi correspondent les deux articles, le 230 et le 238. Et puis vous avez aussi du coup la partie ce CERFA, vous l'ai mis en vierge aussi. Donc comme ça, vous aurez les deux éléments. Je vous ai mis aussi un modèle de rescrit. Qu'est-ce qu'on entend par rescrit avec tout le détail des pièces qu'il faut leur mettre. Et puis, vous aurez le support que je vous ai présenté. Et puis, je reste à votre écoute, bien évidemment, s'il y a des questions, voilà, pour pouvoir développer le partenariat dans vos structures. Donc, cette boîte à outils sera mise en ligne sur le site de la Ligue dès demain. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Donc, si Arnaud t'a terminé, on va passer avec donc un petit retour d'expérience du C# Tennis Padel. Donc, sur son expérience avec le sponsoring et le mécénat. Donc, je donne la parole à Rodolphe Chedeville, le président. Parfait, merci Arnaud. Nous, alors, on est un peu à l'opposé de la personne de tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on est un très gros club. On a plus de 600 adhérents, environ 700 licenciés. Donc, je me retrouve relativement dans ce que dit Arnaud au niveau du temps, hein, parce que c'est vraiment quelque chose que nous, on a mis en place depuis qu'il y a une nouvelle équipe dirigeante qui est arrivée. On est arrivé quand? Nous, on est arrivé en 2017-2018. Il y avait une politique, je dirais, de partenariat relativement simple. Et nous, on a vraiment mis en place tout ça dans un mode de pouvoir acquérir et pouvoir développer le club. Voilà. C'est-à-dire que nous, notre club, il vit par ses cotisations, par son école de tennis, par les diverses animations qu'on fait. Voilà. Donc nous, la partie partenariat, c'était vraiment quelque chose que je considère être en plus de ce qu'on pouvait récupérer par la vie du club. Et tout ce qui a été récolté en plus a été quasiment dépensé systématiquement dans l'année à travers plein de choses qu'on n'aurait pas pu faire sans ça. C'est-à-dire qu'on a éclairé 3 terrains, on a réhabilité le club à houle, on a fait plein de choses pour que le club soit beaucoup plus attrayant.
Donc, cette politique a été construite surtout, effectivement, Arnaud, nous, on a la chance d'avoir un club hyper attrayant, puisqu'on a des terres battues, on est dans un environnement vraiment chouette. Donc, nous, on s'est beaucoup appuyé sur cet environnement hyper attrayant. On a bossé beaucoup aussi sur justement la préparation de dossiers à travers les valeurs qu'on voulait faire passer à travers le sport et le tennis, notamment. Les valeurs de partage. Alors, nous, on a plutôt joué sur la notion de partage, la notion de convivialité, la notion de lieu de vie. C'est-à-dire que moi, ce club, j'essaye de développer. Moi, mon inspiration, c'est les clubs d'équitation. Je répète toujours un petit peu ça. Ou les clubs d'équitation, moi, j'adore parce que vous y allez de 7h du matin à 20h. Il y a toujours du monde. Il y a des gamins qui traînent partout, qui font les box. Il y a la mère qui va trimballer le poney, les petits gamins qui font du poney avec leurs frangins. Donc, ça, moi, c'est un peu mon inspiration. Ça a été notre inspiration depuis des années. Et donc, effectivement, c'est un travail au long cours, parce qu'on a commencé ça donc, en 2017-2018. On avait peut-être, quand je suis arrivé au club, il y avait peut-être une dizaine de partenaires. Aujourd'hui, on est sur 37 partenaires pour un montant qui correspond à peu près à 17% du budget du club. Donc, c'est beaucoup, et en même temps, je ne veux pas que ce soit plus. Parce qu'en fait, je ne veux pas que ce soit un mode de fonctionnement. C'est-à-dire que le fait qu'on soit 37, bon, il y en a toujours 3 ou 4 dans l'année qui s'en vont, puis 3 ou 4 qu'on arrive à récupérer. Ça ne met pas en péril la vie du club non plus si on en perd un petit peu. Et c'est vraiment du plus. C'est-à-dire que sans ça, on vivrait quand même. On autofinancerait le club. On serait à l'équilibre. Donc là, on est très confort. On est très confort. Mais justement, ce confort, on l'a dépensé tous les mois, enfin tous les ans, pardon, pour pouvoir. On a créé on a pu obtenir du coup des financements pour créer 2 terrains de paddle, qu'on autofinance. Voilà. Donc, du coup, Rodolphe, le don moyen, il est combien à peu près chez vous? Je te dis, moi, ça va de 500 à. Le don moyen, si je fais la moyenne lycée, 47 000 divisé par 37, ça fait 1002. J'ai des partenaires à 500 €, et j'ai 2-3 partenaires à 3000. La moyenne, c'est 1005. D'accord. Ok. 1005, 2000, quoi. Ouais, tu es dans la moyenne nationale. Ouais, moi, je trouve que c'est bien parce que, voilà, au final, ça fait beaucoup d'argent. Mais l'un dans l'autre, c'est moins dangereux que d'avoir un gros partenaire qui te donne tout. Puis le jour où il s'en va, ou le jour où l'équipe change, ou tout ça, tout le monde se barre et c'est compliqué. Et du coup, sur le nombre de licenciés, est-ce que vous avez expérimenté le mécénat des personnes physiques? Alors, non. En fait, moi, je viens du monde de l'entreprise, j'ai mon entreprise. Au club de Chartres, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et dans le bureau, on a été 2 ou 3 entrepreneurs. Et c'est vrai que du coup, ça nous a ouvert des portes à travers notre réseau, et surtout au niveau du discours aussi. C'est-à-dire que pour nous, c'est super facile de parler avec des confrères, même des confrères beaucoup plus gros que nous, parce que moi, je suis un tout petit entrepreneur. Je suis une micro-entreprise, j'ai un salarié. Et c'est pareil, en fait, c'est juste une histoire de proportion d'argent. Mais le discours, il est là. Et le langage, c'est exactement ça. Hein. Et moi, j'essaierai quand même le partenariat des personnes physiques. Oui, c'est vrai que c'est. Tout à l'heure, tu nous disais pour le tri, là, un petit mail avec quelques photos, on cible bien un projet. Commencer comme ça, je cible un projet vraiment d'intérêt général. Emmener des gamins, je ne sais pas, à Roland-Garros, ou des gamins qui sont peut-être des familles qui sont peut-être un peu plus dans le besoin que d'autres. Je ne sais pas quelle est la typologie de tes adhérents, mais et dire voilà, on va aider ces gamins-là pour les emmener sur un stage, etc. Et tenter comme ça. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être une idée. Et sur un projet, pas sur le fonctionnement du club. Là, la personne physique, ça peut être intéressant vraiment sur un projet précis. Ok. Voilà, donc nous, on est super satisfaits de ça. Je pense que tout le monde s'y retrouve. Alors, au niveau de nous, on leur offre de la visibilité. Alors, nous, on a des jolis panneaux, pareil, au niveau de l'environnement graphique dans lequel on les a emmenés. On est sur quelque chose de très sobre. Moi, je me suis un peu inspiré de Roland-Garros. En gros, c'est blanc sur fond vert. Basta. Ceux qui veulent de la couleur, c'est pas possible.
Donc, on n'est pas, ça fait pas trop pub justement. Ça fait vraiment. Voilà. C'est leur logo, un numéro de téléphone, un nom, et puis basta. Et donc, quand on arrive au club, on a 37 bâches de chacun des partenaires mécènes, et ça fait quelque chose de propre. C'est visible sans être ostentatoire, et tout le monde est à la même enseigne. Ça, c'est pas mal. C'est important de le souligner. Voilà, ça fait pas trop justement pub comme dans les clubs de foot ou je sais pas quoi, où chacun met son visuel, son truc, ça c'était niette. C'était un peu dur au début parce que tout le monde veut mettre ça, mais effectivement, on l'a imposé et ça fait quelque chose de très sobre. Et maintenant, étonnamment, on a même des appels spontanés de gens qui veulent venir au club pour bénéficier de tout le travail qu'on a fait. Et donc, on organise pas mal d'animations pour les partenaires, des tournois, voilà, on fait 2 soirées partenaires dans l'année. Voilà, ils sont au niveau information, c'est pareil. Ils reçoivent toutes les newsletters du club. Moi, je leur fais tous les 3 mois, je leur fais un petit mémo sur où on en est, nos projets, ce qu'on a envie de faire, vers quoi on a envie d'aller. Voilà, là, la prochaine étape, je pense, ça va être une belle rénovation du clubhouse pour pouvoir monter un petit peu encore en niveau de qualité perçue et justement qu'ils puissent associer leur image à la qualité de l'image du club, quoi. D'accord. Donc ça, je pense qu'on y est, mais on n'y est pas encore, mais on va y arriver. Comment tu animes tout ça, du coup des réunions partenaires, des tournois partenaires, comment tu fais pour… Ouais, tournois partenaires, soirées partenaires. Voilà, nous, on est un club voilà, donc voilà. Alors, sincèrement, on n'a pas toujours beaucoup de retours, les soirées partenaires qu'on fait. Il faut vraiment se bagarrer pour que les gens viennent. Au niveau de l'Assemblée générale, ils sont tous invités, il n'y a personne qui vient. Mais bon, c'est pas grave. Faut les inviter. Comme tu l'as dit, voilà, je pense qu'ils sont tous au courant de ce qui se passe au club. Juste attendre pas de retombées particulières. Je pense. Voilà, je pense qu'ils se retrouvent dans l'image qu'on dégage. Nous, c'est jouer sur les valeurs du sport, la diversité, les jeunes, les vieux. On n'est pas forcément nous sur la compète pure et dure. On est sur un environnement. Mon idée, c'est de tendre vers un esprit racing, quoi, un esprit club racing, quoi, un lieu de vie. Ouais. Je voudrais que ce soit un lieu de vie notre club de tennis. Et du coup, voilà. Tu penses que les partenaires viennent pour une incitation fiscale ou parce que justement ils partagent ta vision? Alors sincèrement, un peu les deux. Je pense que spontanément ils viennent. Les montants, franchement, pour eux, c'est pas grand-chose. Tu vois, le don moyen, 1 500 €. Franchement, le cabinet d'avocats qui vient, s'en fout en fait, quoi. Voilà. La défiscalisation, je pense que il va pas cracher dessus non plus, mais je pense qu'il vient aussi parce qu'il sait que chez nous c'est chouette, que les soirées vont être sympas, il va rencontrer des gens d'un certain niveau, qu'il va pouvoir s'initier un peu à jouer au tennis ou à jouer au paddle, qu'il va rencontrer du monde. Voilà. Et puis nous, dans une petite ville Chartres, donc tout le monde se connaît un peu. Donc c'est vrai que quand tu retrouves tes amis, ou ça permet. Moi, je le vends dans le fait que, par exemple, je suis pas un artisan, c'est beaucoup plus facile de contacter le chef d'entreprise quand tu bois un pot avec lui au club que d'appeler à sa boîte et puis essayer de l'avoir. Tu l'auras jamais, quoi. Voilà. Donc moi, je joue beaucoup là-dessus aussi. Bon, en pratique, je ne sais pas si ça marche vraiment, mais bon, on joue là-dessus en tous les cas. Voilà. Pareil, essayer de faire travailler nos partenaires justement dans le cadre de notre développement. On a refait un mur, par exemple. Donc, on a fait travailler le peintre, qui est un de nos partenaires. Là, on est en train de faire une dalle pour le paddle. On fait bosser le maçon qui fait les dalles pour le paddle. Quand on va faire le clubhouse, forcément, on va solliciter les prestataires et essayer de les faire travailler dans la mesure où budgétairement, ils sont dans les clous, quoi. Voilà, je pense qu'il y a quand même un vrai échange à travers le sport aussi, hein, parce que la moitié font du tennis, la moitié font du paddle. Donc on se retrouve sur le terrain de tennis, dans les compétitions, ça, quoi. Je pense que le paddle, c'est un véritable outil pour pouvoir. Alors ce paddle, c'était un. Là, avec le paddle, on a trouvé 5-6 partenaires de plus, hyper facilement. C'est tout à fait une autre population que le tennis. C'est-à-dire que sur les 600 membres qu'on a, s'il y en a. Tous ceux qui font la compète, les 3e séries, ils font tous un peu de paddle.
Les 4e séries, un petit peu moins. On a peut-être pris une cinquantaine de cotisations en plus sur les gens du club et une cinquantaine de nouvelles personnes qui ne jouent pas du tout au tennis. Et qui ne sont pas très bons au paddle, mais ils s'en foutent, ils jouent 1h30 et il reste 1h30 à boire des coups. C'est complètement une autre population, ça n'a rien à voir. Des gars avec des tatouages, des machins, des trucs dans tous les sens. Ça fait une diversité de gens qui rentrent dans le club, je trouve ça top. Ça rajeunit les gens, un autre état d'esprit. Voilà, nous on est là, quoi. D'autres questions peut-être, Muriel? Non, pas d'autres questions. Par contre, le temps passe. Donc, oui, je ne sais pas si. Donc, je sais pas si vous avez des questions vis-à-vis du club du Séchartres. N'hésitez pas à lever la main ou éventuellement une ou des dernières questions, pardon, pour Arnaud, si vous voulez. Non, personne. Je pense qu'Arnaud a tout dit, donc impeccable. Oui. Donc, merci à vous tous et à vous toutes aussi pour votre participation. Prochain rendez-vous le 26 mars concernant comment, on en a parlé, comment développer le projet structurant Padel. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à venir participer à ce webinaire le 26 mars. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Bon courage, bon partenariat. Merci. Ciao. Au revoir. Hop.